Vous nous donnez le décompte pour nous dire quand est-ce qu'on a commencé? C'est bon, dans 4 secondes. 4 secondes. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On a un samedi matin, il est 10h34. On va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est la fonction achat à l'ère du digital, la digitalisation de la fonction achat, et notamment à l'ère du Covid, avec des professionnels qui sont avec nous et dans des secteurs différents. J'aimerais remercier les SIG, encore une fois, Salah qui m'a invité à modérer ce webinaire. On sera ensemble pendant 1h10, 1h20, allez, 1h20, pour parler justement, naviguer à travers cette problématique. C'est organisé en association, en partenariat avec l'Association marocaine de la communauté des achats. On a son président avec nous, Yassine Salhani, qui est là. Je vais te donner la parole, c'est Yassine. Ensuite, je présenterai nos intervenants et on donnera également la parole à Mme Lamia Bennani, directrice générale de l'ESIG. Yassine. Merci, c'est Faisal. Je vous remercie donc, pour la modération de cet événement et tous les intervenants pour l'intervention. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les SIG pour cet esprit de partenariat. Donc, effectivement, l'Association marocaine de la communauté achat vient de conclure un partenariat avec les SIG pour travailler ensemble sur le domaine de la formation achat. Il faut dire, d'après nos connexions africaines, le Maroc est le seul pays aujourd'hui qui décerne des formations achats. Et donc, on est bien en avance par rapport à d'autres pays et on compte bien sûr le maintenir et le développer. Et donc, avec les cycles, on a travaillé sur un cycle certifiant achat pour les juniors, donc qui va être lancé en janvier 2021 pour les futurs managers achats. Donc, voilà, donc c'est à cette occasion que, dans le cadre de ce partenariat, qu'on travaille aussi sur un cycle de ces webinaires qui traite de la fonction achat au bonheur des adhérents AMCA, mais aussi aux étudiants de l'ESIG et tous les professionnels achats du Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yassine. Lamia Bennani, vous êtes avec nous, vous êtes la directrice générale de l'ESIG. Vous avez quelques mots pour qu'on puisse lancer la conférence d'aujourd'hui? Déjà, bonjour à tous. Donc, en fait, l'objectif de cette conférence est un petit peu de faire un point sur la fonction achat dans cette période un peu délicate de pandémie qui touche un peu et affecte tous les secteurs et départements professionnels. Dans un premier temps, donc, je laisserai part aux intervenants de partager un peu leurs idées par rapport à cela. D'un autre côté, comme l'a dit Yassine, donc voilà, nous avons lancé un certificat des achats qui est prévu pour le mois de janvier. Donc, ce certificat est en collaboration avec l'association. L'objectif de ce certificat est justement de le travailler avec des personnes qui sont dans le secteur et de permettre d'offrir une formation donc justement, qui va vraiment répondre aux attentes du marché actuel, donc avec des formateurs qui sont dans le secteur, donc des vrais praticiens, etc. Donc, ce n'est pas vraiment juste le côté académique. Donc, on a vraiment voulu développer un certificat qui va répondre aux besoins actuels. Voilà, et je pense que si Yassine a fait le tour par rapport à ça, Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci voilà. Lamia, merci Yassine. Je vous en prie. Merci. Alors, l'idée, c'est de pouvoir parler de la digitalisation de la fonction achat et de la manière la plus concrète possible, parce qu'encore une fois, on n'est plus à... On en discutait juste avant qu'on commence pour essayer d'organiser un peu la discussion, mais l'idée est de ne pas rester dans les concepts, on est dans de l'extrêmement concret. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a avec nous des professionnels de l'achat et dans des secteurs qui sont différents, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans le transport. Je vais vous les présenter. J'ai Madame Fatema Zahra Basrali qui est avec nous. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, juste en quelques mots, qu'est-ce que vous faites tous les jours au bureau? Gros, vous travaillez où? Pour qui? Pour qu'on puisse savoir exactement ce que vous faites. Mais vous êtes tous responsables. Alors, il y a différentes dénominations, chef de service achat, head procure to pay, directeur des achats. Mais bref, en gros, vous faites à peu près tous la même chose, peut-être avec des variantes différentes. Des titres. Oui. Ouais, avec des titres différents. Moi, je travaille à partir du Maroc. J'ai un bureau de liaison ici au Maroc. Je m'occupe du sourcing sur la zone MENA pour le compte d'une société basée en Hollande et qui livre la grande distribution dans le monde entier. En premier, Walmart, Ikea,
Alinea et toute la chaîne de la grande distribution en Europe et en Amérique. Merci beaucoup. Samir Khayati. Samir Khayati, donc je travaille au groupe Lafarge Holcim, donc après avoir passé plusieurs années dans les achats, maintenant je m'occupe de la partie en amont, c'est-à-dire la partie approvisionnement, procure to pay, approvisionnement jusqu'au paiement, donc toute la relation en amont avec les fournisseurs. Et j'ai 22 ans d'expérience dans le milieu professionnel. Merci. Si Jamel, vous êtes avec nous, directeur des achats et marchés, Banque Centrale Populaire. Oui, je suis Jamal Kharrat, directeur des achats, marchés et budget au sein de la banque du groupe Banque Centrale Populaire. Ben, si je vous cite les tâches que je fais chaque jour, ça, on ne va pas terminer sur une. Donc, on va comprendre justement les parties justement qui peuvent être digitalisées pour que vous n'ayez pas à les faire justement. Ça va être ça aussi la question. Et enfin, Seriat Brada qui est chef de service SI Achat à l'ONCF. Oui. Oui, bonjour M. Tedlaoui, bonjour tout le monde. Normalement, je suis un chef de service SI Achat. Donc, je suis l'interlocuteur de la direction des achats avec ses partenaires, notamment la DSID, la direction du système d'information et digital. Donc, je chapeaute tous les projets les projets qui touchent la partie achat, qui ont pour but, par exemple, d'améliorer le travail de la direction des achats, de satisfaire les clients internes, la direction des achats, de trouver toutes les applications, de participer avec les collègues la DSID pour développer des applications qui sont des outils en informatique qui sont susceptibles d'améliorer le travail des achats pour plus d'efficience et d'efficacité et pour une mutation profonde de la fonction achat. Alors, la mutation profonde de la fonction achat, c'est justement par ça qu'on va commencer pour parler de la digitalisation, encore une fois. On ne va pas revenir sur la digitalisation, on en a fait des tonnes, bien évidemment, parce que ce n'est pas la question de savoir si on doit se digitaliser, mais maintenant savoir comment et comment optimiser, et savoir comment aussi la crise sanitaire que nous traversons a accéléré les choses. À vos niveaux, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait vos expériences sur qu'est-ce qui est digitalisé, quels sont les process qui sont digitalisés, et comment vous avez fait pour les digitaliser de manière efficace. Par qui je commence? Je vais vous griller la galanterie, hein, Madame Boscali. Je vais peut-être commencer par Lafarge dans l'industrie. Si Samir, comment ça s'est passé, vous? Quand est-ce qu'a commencé la digitalisation? Et quels sont en fait le niveau de digitalisation des process aujourd'hui au sein de Lafarge? Bonjour, c'est Faisal. Donc, pour la partie digitalisation, donc, ça a commencé depuis des années. Donc, si je peux juste donner un aperçu. Donc, au début, le besoin était uniquement de couvrir tout ce qui est transactionnel, à savoir les bons de commande, les réceptions. C'est pourquoi les grandes structures s'orientent vers les grandes ERP comme JD Edwards, SAP. Et après, on est parti vers des solutions de sourcing pour faire l'acte d'achat, les appels d'offres, la contractualisation. C'est pourquoi on voit des outils comme Bravo, comme Synertrade, comme Evalua. Mais ces dernières années, on assiste à une transformation où le fournisseur est au cœur de la transformation. Donc, on a des espaces ou des solutions collaboratives, des portails fournisseurs, de la dématérialisation, de l'automatisation. Donc, ça, juste un aperçu. Et le process de digitalisation ne s'arrête pas uniquement à la fonction achat, qui est le sourcing, mais il s'étend sur un périmètre plus global, qui est le procure to pay, c'est-à-dire toute la partie approvisionnement, toute la partie mettre un espace collaboratif avec le fournisseur pour qu'il puisse suivre l'évolution de ses factures, de ses paiements, et mettre ses réclamations, des demandes d'information, des systèmes de préqualification et auto-enregistrement. Donc, d'où l'intérêt d'aller vers des solutions collaboratives. Donc, ça, c'est l'aperçu de notre historique. Aujourd'hui, au niveau de Lafarge, quel est le niveau d'intégration du digital pour la fonction achat? On est à 80%, 100%, c'est quoi? On couvre tout le périmètre, on est à 100%. Donc, on a les systèmes transactionnels, on a les systèmes de sourcing et on commence à déployer. On est dans la phase de déploiement des espaces collaboratifs avec les fournisseurs, comme les grandes structures sur le marché. Donc, on a lancé notre portail fournisseur et est en phase de déploiement.
Et je pense qu'avec ce portail, on va boucler toute la partie digitalisation et on peut dire qu'on est sur les 100%. Alors, si Jamal, Kharat, à votre niveau, au niveau de la Banque Populaire, posez la même question que celle que j'ai posée à Sissamil. Vous en êtes où et quel est le niveau de digitalisation de la fonction achat, du process achat au niveau de la Banque Populaire? Pour nous, le groupe Banque Centrale Populaire s'inscrit, comme toujours, dans une démarche d'amélioration continue qui répond aux enjeux stratégiques du groupe, tracé par le top management et basé sur plusieurs axes stratégiques. Parmi les axes, la digitalisation de la banque. Ce projet il a été entamé il y a plusieurs années de cela. En ce qui concerne la digitalisation de la fonction achat, nous avons digitalisé la fonction achat. Ça fait très longtemps. C'est-à-dire nous avons mis en place une plateforme qui permet de la gestion intégrée et des budgets et des dépenses. Cette plateforme couvre plusieurs domaines, en l'occurrence préparation et saisie budgétaire. Je vais essayer de vous donner quelques-unes. Bon, gestion budgétaire, gestion des sites de budget, gestion des achats par bande de commande et par appel d'offres ou par consultation, gestion des factures de bout en bout, gestion des stocks approvisionnement. Aussi, cette plateforme, il a un point fort, c'est qu'il nous a permis de la scannalisation des factures, traçabilité des opérations liées au règlement des fournisseurs. Il nous permet également la suivi des réalisations des budgets d'investissement et de fonctionnement, suivi des lignes budgétaires par centre de responsabilité, suivi des bons de commande par centre de responsabilité, suivi des lignes budgétaires par fournisseur. On parle ces dernières années de fournisseurs stratégiques. Là, ça nous permet de classifier les fournisseurs. Vous voyez ? Donc, cette plateforme nous a permis de suivre de maîtriser le suivi de notre comptabilité, de minimiser les délais et de prévenir en cas de problème de non-règlement. Les délais de paiement, ils étaient avant un peu trop, le nombre de jours est très, très important, mais maintenant, ces dernières années, avec l'avènement de cet applicatif, nous arrivons à payer les fournisseurs en 3 jours si les fournisseurs ont un compte chez nous, c'est-à-dire chez la Banque Populaire. Sinon, en 3 jours. Si la facture, 3 jours, 4 jours. Si la facture ne présente pas de problème, c'est-à-dire vice de forme ou le prestataire n'a pas livré tout le package qu'il faut, il y a contestation de la mauvaise qualité chez l'ordonnateur, à savoir la fonction détentrice du projet, là, on le paye 3 jours chez nous. Nous avons, parmi les points très importants de cette plateforme, ça nous permet d'éditer plusieurs tableaux de bord. Ces tableaux de bord, il nous permet de suivre à la loupe les statuts des factures. Et même, il nous met en clair où la facture a fait beaucoup de temps pour qu'elle soit traitée. Vous voyez ? Donc, à mon avis, c'est un applicatif qui nous a donné plus il a donné plus de valeur à la fonction achat parce que nous traitons, imaginez, nous avons à ce moment-là plus de 1600 agences. Oui, banque régionale populaire. Imaginez le nombre de factures concernant le nettoyage et le gardiennage à traiter par mois. Donc, il nous faut des ressources qui soient des personnes, du matériel et du temps. Et il faut qu'il fasse attention. Avec cet applicatif, nous traitons en masse les factures. Vous voyez ? Donc, je vois que la digitalisation, c'est une opportunité pour toutes les entreprises. Dans votre cas, oui, dans le cas de tout le monde, mais vous particulièrement, parce que c'est vrai que vous avez un nombre de dépenses absolument incroyable, j'imagine, par jour. Vous n'avez pas un chiffre à nous donner en termes de transactions, de factures à gérer? Vous gérez combien de factures? Non, je ne peux pas, c'est des trucs confidentiels, mais de toute façon… C'est confidentiel, je ne compte pas le montant. Le nombre de factures, non, là, vous avez des chiffres. Non, chiffres. Par contre, le nombre de factures, on traite par jour à peu près 200 à 300 factures par jour. 200, 300 factures par jour. Qui dit bon de commande, c'est le même nombre. Bon de commande. Voilà. Mais je croyais le chiffre. Non, enfin, si vous voulez,
pouvez nous donner, il n'y a pas de souci, mais bref. Alors, merci beaucoup, Serhan. Je vais poser la même question à Seriat au niveau de l'ONCF. Alors, vous êtes entre eux, vous n'avez pas tout le process, hein. Vous êtes là pour, si j'ai bien compris, justement développer des applicatifs qui vont permettre d'accélérer la digitalisation de la fonction achat. Au niveau de l'ONCF aussi, j'imagine qu'il y a un nombre incroyable de prestataires, de fournisseurs et de factures à gérer. Aujourd'hui, la digitalisation de l'ANCF, de la fonction achat, où est-ce qu'elle en est? Premièrement, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que je ne suis pas habilité à parler au nom de l'entreprise là où je travaille. Donc, tout ce que je vais dire ne représente que moi-même et ne m'engage que moi-même. Donc, moi, je veux parler de façon générale des marchés publics. Parce que je n'ai pas le pouvoir pour communiquer au nom de ma boîte. Okay. Donc, j'aimerais bien parler. Voilà, donc j'aimerais bien parler d'une façon générale des marchés publics. Alors, il faut bien savoir que le processus des marchés publics, c'est un processus au Maroc qui a débuté depuis bien longtemps. Dans les années 2010-2013, il y avait un discours de Sa Majesté que Dieu le glorifie qui nous a donné les grandes lignes et les grandes directives pour qu'on puisse emprunter la voie de transformation digitale. Il y avait un grand travail qui a été fait dans ce sens, c'est-à-dire par le ministère de l'Industrie et du Numérique. Et il y avait un travail également qui a été fait par la Trésorerie générale du Royaume, qui a développé une plateforme qui s'appelle le portail marocain des marchés publics. Donc, c'est une plateforme qui est dotée de toutes les ressources, tous les moyens techniques qui permettent un échange flexible, c'est-à-dire entre les entreprises marocaines et c'est-à-dire les établissements publics marocains. Mais malheureusement, sur le terrain, il y a c'est-à-dire un faible taux de soumission, c'est-à-dire pour les marchés publics, pour plusieurs raisons. Alors, pour les marchés publics en général, on a les outils nécessaires, on a les plateformes nécessaires, on a des solutions qui ont été développées par le ministère de l'Industrie et du Numérique. On a en parallèle un arsenal juridique qui régit le mode de passation des marchés publics et de la soumission électronique, parce que le décret des marchés publics qui gère la soumission, les marchés publics en général, je parle ici du décret numéro 349, qui est entré en vigueur le 20 mars 2013. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est doté d'un arsenal juridique puissant. Il a consacré le chapitre numéro 7, les articles 147 ou 151, qui décrivent toutes les modalités, tout le processus de la soumission électronique. Vous avez noté les numéros d'articles, hein? 147, 151. 3, 12, 347, 147, 151. On va tout vous donner. Avec plaisir. Également, il y a une obligation par le décret des marchés publics, conformément aux dispositions du paragraphe 2, c'est-à-dire il y a une obligation pour les marchés publics de publier les appels d'offres, les avis d'appels d'offres sur le portail marocain des marchés publics. Donc, on voit qu'il y a une forte volonté des institutions marocaines pour qu'on puisse accélérer le processus de la transformation digitale pour les marchés publics. Également, à cause de la crise de Covid-19 aujourd'hui, on peut dire que malheureusement, la transformation digitale, elle est entrée dans notre mode de vie par effraction. Donc, on n'était pas encore prêt, on a essayé de se débrouiller avec les moyens de bord qu'on a pour qu'on puisse, c'est-à-dire dématérialiser le processus des marchés publics et essayer de ne pas toucher les plis, de privilégier la soumission électronique, etc. Il y a également un travail qui a été fait par l'agence de développement digital, l'ADD, qui a abrité, c'est-à-dire un grand projet, qui a lancé un grand projet. Je parle ici du bureau d'ordre digital et de paraphore électronique. Ce sont deux outils informatiques digitaux qui permettent de dématérialiser l'échange au sein d'une administration publique marocaine. Ils permettent également de dématérialiser l'échange entre l'entreprise publique marocaine avec ses partenaires, notamment les entreprises. Donc, désormais, une personne, que ce soit physique ou bien morale, qui veut communiquer, c'est-à-dire un écrit à une entreprise marocaine, il peut le faire via le bureau d'ordre digital. Également, l'échange interne au sein de la structure, c'est-à-dire il se fait d'une manière digitale via le paraphore électronique. On a également une plateforme qui s'appelle le portail marocain des marchés publics, qui est vraiment doté des meilleurs algorithmes en informatique qui permettent la protection des données, la sécurisation des données, l'échange, une traçabilité complète. Il conserve l'historique de la soumission des marchés publics. Donc, c'est un bijou digital, entre guillemets,
Donc, on a l'arsenal juridique en parallèle, on a les outils en parallèle, mais il faut le reconnaître, il faut avoir l'audace de le dire. Le taux de soumission électronique il est encore faible pour plusieurs raisons que j'aimerais que j'ai. Parce que tout ce que vous venez de me dire, pourquoi tout ce que vous venez de me dire, et ça c'est une question aussi que je poserai. Alors là, on est dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Il faut être réaliste et voir dans quel écosystème on travaille et avec quel type d'entreprise on travaille, avec quel tissu économique on travaille. Pourquoi c'est très peu utilisé? Après, je passerai la parole à Mme Moscali. Alors, à mon humble avis, d'après mon expérience modeste dans le domaine, je peux vous dire que c'est une question de volonté, question de culture. La maturité digitale est encore faible au Maroc. On ne fait pas encore confiance au digital. Donc, les entreprises, on a créé une fausse zone de confort. On s'est habitué avec tout ce qui est matériel, avec tout ce qui est papier. On n'est pas encore prêt à couper le cordon ombilical avec le papier. Donc, les entreprises, désormais, même si, par exemple, il y a des solutions qui sont présentes, donc, surtout, je parle ici des PME et des PMI qui ne sont pas capables d'investir de l'argent pour développer des compétences, pour avoir un système d'information puissant, pour avoir la signature électronique qui, en vertu de la loi 5305, je parle ici de la loi 5305, il a la même force probante que la signature, c'est-à-dire la signature classique. Donc, devant un juge, il est reconnaissable, il a la même force probante. Également, c'est-à-dire ils ne veulent pas, par exemple, entamer la procédure auprès de Barid et Sign, c'est un organisme de Barid Maghrib, qui est le seul organisme habilité à délivrer la signature électronique de type classe 3, qui va leur permettre de procéder à la soumission électronique. Alors, des fois, en fait, une fois, j'avais un stagiaire, je lui ai demandé de faire un benchmarking auprès des entreprises. Il y a plusieurs entreprises, je parle ici des PME marocains, qui sont pas, c'est-à-dire, ils disent je vais commencer, Inch'Allah, d'entamer la procédure pour avoir la signature classique. C'est encore tôt, il faut de l'argent, il faut, etc., etc., etc. Donc, les PME ne sont pas encore prêts à quitter leur zone de confort pour embrasser le monde de la transformation digitale. Ils ne veulent pas adhérer à ce projet. On n'a pas une maturité numérique digitale au niveau c'est-à-dire des entreprises marocaines. Ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Hein. Oui, c'est mon avis, moi. D'accord. Oui. Ça, c'est du côté PME. C'est mon avis, oui. On en discutera. Et ça, c'est intéressant de voir quelle perception on peut avoir des entreprises qui veulent ou ne veulent pas soumissionner par l'électronique. Fatima Zahra. C'est juste une question avant de attendez, je passe la parole à Fatima Zahra, après je reviens vers vous. Avec plaisir, marhaba. On va revenir vers le sujet. Marhaba. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, à votre niveau, comment le digital, finalement, a changé votre fonction? Et puis, vous êtes à distance, vous le dites, hein, de toute façon, et vous gérez un réseau à travers le monde. Donc, vous, nécessairement, vous êtes exclusivement sur le digital. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu de la chance aujourd'hui de travailler avec une société qui a atteint un certain niveau de maturité sur la digitalisation. Donc, on a la traçabilité de tout ce qui se fait dans le monde entier. On a accès à une base de données en temps réel. On sait, par exemple, un acheteur en Chine, qu'est-ce qu'il est en train de négocier et sur quoi il est en train de travailler. Un acheteur en Inde, en même temps, la même chose. Donc, et on a accès à toutes les bases de données en temps réel. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de difficulté à travailler au sein de mon entreprise. Mais par contre, la problématique que je trouve, c'est le niveau de digitalisation de mes fournisseurs. C'est là où il y a le bas blesse. Vous rejoignez ce que nous disait Célia. Exactement. Parce que mon entreprise, elle est à 100% digitalisée. On a la traçabilité de tout le travail, de l'achat jusqu'au paiement du fournisseur. Même les signatures sont digitales en temps réel. Il y a la traçabilité de toute la supply chain, inclut la logistique. Donc, il y a d'autres, par exemple, pour la qualification d'un fournisseur, d'un nouveau fournisseur, et même d'un ancien fournisseur, il y a les autres départements qui participent à l'évaluation du fournisseur en termes de qualité, logistique, codification de produits. Donc, tous les départements annexes au département achat peuvent participer à la qualification du fournisseur et à la sélection du fournisseur. Donc, et en plus, la digitalisation, je trouve que ça a permis une orientalisation de la hiérarchie au sein de l'entreprise. Donc, on n'a pas la pyramide telle qu'on la vit dans les sociétés marocaines.
Donc, tout est à l'horizontale. Il n'y a pas de différence. Tu peux avoir accès à l'information, tu peux toucher le directeur général, tu peux toucher le PDG en temps réel, solliciter une signature en temps réel. C'est vraiment, tout tourne comme une montre, comme une horloge. Mais la problématique fondamentale que j'ai trouvée, c'est la digitalisation de mes fournisseurs. Donc, pour assurer la continuité de cette connexion entre fournisseurs-clients, entre l'entreprise et ses fournisseurs, il faut que le fournisseur aussi soit digitalisé, il maîtrise son outil, il assure, surtout pour l'approvisionnement et le e-approvisionnement, ce qu'on appelle le e-approvisionnement, c'est le traitement des bons de commande en temps réel et par connexion. Il faut qu'il soit équipé, il a de l'expertise, et qu'il assure un bridge entre sa société et son client. Alors, et aujourd'hui, c'est primordial pour le développement. Si Samir, c'est Jamel, vous avez la même observation vis-à-vis de vos fournisseurs? Pour moi, je vais dire que je ne partage pas le même avis. C'est vrai que les fournisseurs, ils ont une difficulté, mais de notre devoir, l'approche, elle est différente. De notre devoir de les accompagner. Notre responsabilité sociale nous impose à accompagner nos fournisseurs pour qu'ils réussissent eux-mêmes cette transformation digitale. Parce que sans ce fournisseur, et on demande à ce fournisseur d'être en échange quotidien avec l'entreprise, il faut l'accompagner. Nous, ce qu'on a mis en place et ce qu'on propose de mettre en place, et je pense, je le vois même dans d'autres secteurs, c'est qu'on met une hotline, on fait des formations, on fait de la com, on des kits d'information. Donc, il faut que l'entreprise ne laisse pas le fournisseur livrer à lui-même parce que de leur devoir d'accompagner. D'où une étape importante qu'il ne faut pas négliger dans ce genre de projet, c'est la dimension gestion de changement. C'est une étape très cruciale et importante parce qu'on va faire bouger ou passer l'organisation d'une organisation classique vers une organisation 4.0. Et ce qu'on demande pour nos collaborateurs, il faut faire la même chose pour les fournisseurs. Certes, il y a une difficulté, mais il faut que les entreprises jouent le jeu et accompagnent les fournisseurs dans cette démarche. Merci Jamel. Pour notre cas, nous n'avons pas une base de données commune avec les fournisseurs, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'applicatif que nous avons mis en place, parmi les points forts, c'est une seule base référentielle utilisée par toutes les BPR. Nous, BCP et BPR, nous utilisons une seule base référentielle avec des articles des produits génériques, une seule base fournisseur, mais c'est nous qui apportons les modifications lorsqu'il s'agit d'un nouveau fournisseur ou un fournisseur qui a modifié ses données. Donc, c'est à lui de nous remettre les nouveaux données et c'est à nous des nouvelles données et c'est à nous de les insérer à notre base. Mais en ce qui concerne les entreprises qui sont en retard sur la digitalisation, sont moins performantes que celles, ils perdent en agilité et réactivité. Ils sont également plus vulnérables que celles digitalisées. Leur santé financière est menacée en cas en cas de délai de paiement non respecté. Surtout à cet instant-là, c'est-à-dire ces dernières années, nous sommes dans un monde ultra connecté. Les enjeux de la transformation digitale sont bien réels et les grandes entreprises et les entreprises en pleine croissance l'ont bien compris. La transition digitale semble, c'est-à-dire vient de commencer chez les TPE, les PME, pas 100%. Mais comme vous le savez, les PME qui contribuent dans la plus large mesure à l'économie et à l'emploi du pays, l'impact causé par le retard de paiement inhibe leur croissance et leur développement. Par voie de conséquence, celle des pays. En notre cas, groupe Banque Centrale Populaire, nous accompagnons nos fournisseurs et nous cherchons l'innovation auprès de nos fournisseurs.
Alors, est-ce que moi, j'aimerais savoir, après, on va aller un peu plus loin dans la digitalisation de tout le processus d'achat. Vous avez parlé de la supply chain. Est-ce qu'on maîtrise toute la supply chain, de quel fournisseur on va en cascade, etc., notamment dans l'industrie. Mais est-ce qu'il y a eu dans vos entreprises respectives des résistances en interne? C'est ça aussi qui est intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure, on partage l'information. Vous l'avez dit, Fatema Zahra, tout à l'heure, passer du pyramidal avec un directeur des achats tout puissant, avec tout ce que ça peut représenter, au partage de l'information, à la démocratisation. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de la résistance au changement au sein des entreprises pour digitaliser la fonction achat? Qui veut prendre la parole? Oui, M. Tedlaoui. Oui. En fait, normalement, je parle ici pour le cas des marchés publics. Oui. Alors, quand on parle des marchés publics, on a deux parties prenantes. On a les établissements publics marocains. Il y a encore plus, hein? Oui, plus ou moins. On a c'est-à-dire les établissements publics marocains et on a l'entreprise marocaine. Donc, c'est un corps intact et l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Donc, soit ils marchent tous les deux ensemble, soit ils vont reculer les deux ensemble. Aujourd'hui, il faut bien dire que c'est-à-dire les établissements publics marocains, ils sont un peu en avance par rapport en termes de maturité numérique par rapport aux entreprises marocaines. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne surfent pas la même vague. C'est ça, le problème. Donc, étant donné que la réglementation des marchés publics, je parle ici des décrets 312-349, le dernier décret qui est entré en vigueur le 20 mars 2013, donc bien entendu, il a consacré tout un chapitre pour la soumission électronique, pour la digitalisation des marchés publics. On a également l'arrêté du ministre des Finances, c'est un arrêté qui montre l'arsenal juridique qui régit l'échange électronique entre les administrations. On a également la loi 5305 qui donne la force probante à la signature classique, etc. Donc, on a tous les moyens. Mais le problème, avec un grand M, c'est que le règlement des marchés publics, il n'oblige pas les entreprises publiques à exiger la soumission électronique. Donc, les entreprises, ils ont toujours le libre choix. Soit ils vont déposer l'offre d'une manière classique papier, soit ils vont la déposer d'une manière électronique. Et étant donné, exactement, voilà. Et étant donné qu'on a toujours ce libre choix, on a cette résistance au changement, notamment pour les entreprises marocaines. On n'est pas encore prêt à couper le cordon ombilical, à investir les moyens humains et techniques pour qu'on puisse, c'est-à-dire bénéficier des avantages de la transformation digitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que la réglementation nous donne le choix de procéder à la soumission classique, alors on continue vers la voie de la soumission classique. Ce qui, entre guillemets, pour l'entreprise, c'est quelque chose de facile, ça se passe toujours comme ça, on a toujours eu l'habitude de faire. Donc, ils ne sont pas encore prêts à, c'est-à-dire, investir pour qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que le processus, c'est une expérience, plutôt c'est une tâche qui incombe, c'est une obligation qui incombe aux deux parties prenantes, notamment les entreprises publiques marocaines et les entreprises marocaines. Et tant qu'il y a un dévasage, c'est-à-dire un décalage, et tant que la réglementation des marchés publics n'oblige pas, c'est-à-dire n'est pas sévère en matière de soumission électronique, on va toujours avoir ce genre de problème. Si c'est mieux. Pour moi, on vous écoute. D'accord. Ah ouais. Pour moi, on n'a pas ce problème de résistance au changement parce que lorsqu'on met en place un projet, nous nous inscrivons dans une démarche projet. Donc, lorsqu'on dit démarche projet, les utilisateurs sont embarqués le plus tôt possible dans le projet. Donc, on essaye à ce qu'il soit une partie prenante dans le projet et pas un simple utilisateur qui va l'utiliser à la fin. Dans ce cas, sûrement, on aura une personne qui sera difficile à le faire sortir de sa zone de confort. Donc, lorsqu'on implique dans la phase de test, dans le design de la solution, la personne, c'est sûr qu'il sera une personne impliquée et une partie prenante du projet. Ça, c'est pour la partie utilisateur. Bien évidemment, en parallèle, l'équipe projet met en place en continu des campagnes de communication pour informer toute l'entreprise du changement, donc l'avancement du projet. Et la même chose, on le fait pour la partie fournisseur. Même en phase de démarrage, on ne fait pas un démarrage à 100%. On s'intéresse toujours à des démarrages progressifs. 10%, 15% de fournisseurs, collecter leur feedback, leurs attentes. Et à partir de là, c'est une démarche participative et on fait embarquer tout le monde en même temps
dans ce genre de projet parce que dans n'importe quel projet de transformation, c'est sûr que la personne aime rester dans sa zone de confort, mais il faut mettre les moyens et les mécanismes pour l'embarquer avec toi et le mettre en confiance. Si Jamal, est-ce qu'il y a eu de la résistance? Rapidement, après, on parlera de la supply chain. Oui, en ce qui concerne nous, la mise en place de l'application que je vous ai parlé tout à l'heure, nous opérons de façon progressive. On essaie de l'installer, vous BCP, on la rôde. Une fois que l'applicatif il est à 100% fonctionnel, on présente les résultats de cet applicatif au BPR. Puis les BPR, on les démarre progressif. Comme a dit tout à l'heure notre ami Samir, donc on essaie de démarrer progressif pour ne pas bousculer tout le monde. Une fois que le démarrage du premier BPR, deuxième, troisième, tout le monde il suit et tout le monde adhère. Et même pour nous, nous avons formé nos agents de la fonction achat. Même les agents de la fonction achat, ils apportent de l'assistance à nos acheteurs de BPR. Donc pour le moment, nous n'avons pas de résistance. Tout le monde adhère, tout le monde coopère. Alors, Fatima Zahra, moi, vous avez parlé, j'aimerais parler d'un sujet là, essayer d'élargir. Vous avez parlé de bases de données interconnectées. Vous avez quasiment en temps réel l'état des fournisseurs à travers le monde. Vous savez, une sorte de bourse en temps réel des fournisseurs. Vous savez exactement qui achète à quel moment. Alors, je ne sais pas à quel montant, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction achat, ça va dépasser tout ce que vous m'avez décrit, mais elle est surtout à gérer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et ça à travers l'information sur les fournisseurs dont vous nous avez parlé, de savoir scorer les fournisseurs, de savoir de gérer le risque, comme dans une banque. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais lu un article et je ne retrouve plus, un article extrêmement intéressant. Il y avait un système de scoring des fournisseurs qui s'apparentait carrément à un système de scoring risque des banques lorsqu'on vous accordez un crédit. C'est à ça est-ce que vous en êtes à ça, et est-ce que le marché marocain est prêt pour qu'on puisse justement gérer le risque fournisseur, entre guillemets, sur l'ensemble de la supply chain? Fatima Zahra. Nous, dans notre société, on est déjà à ce niveau-là. Donc, comme l'entreprise, elle a 120 ans, donc elle a une base de données énorme qui a été digitalisée, ça fait plus de 30 ans. Donc, on a de la chance. Et comme elle travaille, comme je vous ai dit au départ, les directeurs achats, ils sont décentralisés, ils ne sont pas basés au siège, donc dans différents continents. Mais la digitalisation de l'entreprise permet une communication en temps réel entre tous les salariés de l'entreprise et dans les différents services. Et les achats aujourd'hui, c'est la locomotive de toute entreprise. C'est eux qui assurent le input du système de la digitalisation. Et donc, tous les départements… C'est eux qui d'informations, c'est eux qui alimentent la base de données. Exactement, c'est eux qui alimentent la base de données, que ce soit base de données des fournisseurs, base de données des articles, les grilles d'achat, les tarifs achats, les contrats, les conditions d'un contrat, les conditions de paiement des fournisseurs, les conditions et la logistique aussi, elle vient s'intégrer à cette base de données pour confirmer aussi les contrats des prestataires, de tout ce qui est société de transport. Donc, tous ces données-là, au niveau de la base, ils sont traités et on a une traçabilité de l'article du moment de quand il est en production chez le fournisseur jusqu'à la livraison chez le client. Par exemple, si on doit livrer un produit qui est référencé pour Walmart, qui est fabriqué ici au Maroc, moi, je dois renseigner et je fais le travail pour le fournisseur sur le système de société, justement, pour accompagner le fournisseur marocain qui n'est pas à ce niveau de digitalisation. Donc, je fais à sa place le travail pour l'aider et l'accompagner, comme il a dit Samir, justement pour ne pas le pénaliser et assurer la connexion et la communication entre le fournisseur et le système d'information de la société mère, jusqu'à la livraison chez le client final. Voilà. Mais c'est un travail aujourd'hui, pour moi, je parle à travers mon expérience,
Quand le fournisseur n'est pas digitalisé, ça alourdit un petit peu le système et ça ne facilite pas parce que quand je compare par rapport à un fournisseur que j'ai à Dubaï avec qui je travaille et qui est connecté sur le système en temps réel et qui répond en temps réel et il y a toute la traçabilité, même la correspondance sur le Outlook. Elle est enregistrée, elle est tracée. Mon supérieur hiérarchique peut faire partie de cette discussion, peut vérifier. N'importe qui en temps réel peut voir tout ce qui est en train d'être négocié avec le fournisseur et l'état d'avancement d'un bon de commande jusqu'au paiement du fournisseur. Alors aujourd'hui, la digitalisation de tout le process jusqu'à, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'excuse, je travaille avec des opérations triangulaires. Ce qu'on appelle les opérations triangulaires, ça veut dire j'achète un produit ici au Maroc. Oui. Ma société mère qui est en Hollande, elle va payer mon fournisseur ici au Maroc. Mais par contre, il y a une déclaration d'export du Maroc et une déclaration d'export de la Hollande vers les États-Unis. Mais la marchandise, elle part du Maroc directement aux États-Unis, elle n'arrive pas au dépôt au niveau de la Hollande. Donc, des opérations triangulaires. Donc, la digitalisation, ça nous permet ça nous facilite tout ce qui est switch BL, la traçabilité des conteneurs, la traçabilité de la marchandise en temps réel, où est-ce qu'elle est, en transbordement, est-ce qu'elle va arriver en temps, est-ce qu'elle a du retard, est-ce qu'il y a eu un pépin, un retard au niveau du navire, le conteneur est perdu. Donc, il y a une traçabilité aussi chez la société de logistique. Donc, toute la de valeur et il est tracé jusqu'à la livraison, jusqu'au paiement client, paiement des prestataires, paiement des fournisseurs, tout est tracé jusqu'au classement des dossiers. Et ça, c'est très important. Mais comme j'ai dit, quand il y a le fournisseur de l'autre côté, il n'est pas digitalisé, ça alourdit la machine. Ça alourdit la machine. Moi, j'ai un portefeuille fournisseur. Comment ? Non, allez-y, finissez. Après, je poserai la question justement sur l'alimentation. J'ai un portefeuille fournisseur qui est mixte. J'ai des fournisseurs qui sont digitalisés, donc ça va vite. L'opération, elle est vite faite, elle est fluidifiée. Mais par contre, le fournisseur qui n'est pas digitalisé, je dois l'accompagner, je dois remplir pour lui, je dois faire son travail sur notre système à nous pour le référencer, pour intégrer sa grille de tarifs, ses propositions, ses coordonnées, sa fiche fournisseur, répondre à des questions pour l'évaluation du fournisseur avant le référencement, parce qu'il y a tout un processus. Et donc aujourd'hui, avec le changement dans le monde où on est en train de vivre, je pense qu'avec le Covid, il a accéléré la digitalisation au niveau des entreprises, mais tout bouge à une vitesse importante autour de nous. Les entreprises qui n'investissent pas dans la digitalisation auront vraiment une difficulté à suivre, la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises marocaines, déjà, moi, j'ai vécu la chose avec une entreprise marocaine sans citer, parce que quand même, j'ai 28 ans d'expérience dans les achats et j'ai passé par des grands groupes marocains. Ils pensent à digitaliser le e-commerce. Ils créaient un site e-commerce. Mais il n'y a aucune connexion entre ce site e-commerce avec le stock, avec les achats, avec la logistique, avec la finance. Le back-office, on digitalise le front. Le front office. Ouais, voilà, merci. exactement. C'était juste vraiment pour savoir comment tout ça est interconnecté. Et moi, je vais revenir au niveau local. Si Samir, si Jamel, Bad. Alors, les informations dont vous disposez sur vos fournisseurs aujourd'hui, alors je ne sais pas combien vous avez de fournisseurs, j'imagine que la BCP, vous en avez beaucoup, dans les marchés publics, beaucoup, mais au niveau de la FAR, j'imagine que vous en avez un certain nombre. Est-ce que, vous moulinez toutes ces informations? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, des algorithmes derrière qui vous aident à la décision, finalement, en termes de gestion des fournisseurs? Est-ce qu'on en est toujours là? Et 3, est-ce que ça ne déshumanise pas la fonction achat il y a quand même une part aussi
de nez, hein, je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a une catégorisation du type de fournisseur, que ce soit des prestations alors les prestations de nettoyage, d'entretien, de maintenance, de moyens généraux, j'imagine que c'est géré d'une certaine manière, et d'autres prestations peut-être plus intellectuelles, plus tertiaires, plus stratégiques, etc. C'est géré d'une autre manière. Ma question pour résumer, c'est comment vous moulinez ça, comment votre système manage ça? Est-ce que l'intelligence artificielle intervient? Est-ce que vous faites travailler? Est-ce que vous faites Voilà, vous processez les datas pour gérer de manière autonome les fournisseurs? Si c'est mieux. Pour moi, donc, c'est vrai, à travers les outils mis en place, si je ne prends que le portail fournisseur, qui reste une plateforme collaborative avec les fournisseurs et qui nous permet de collecter un certain nombre d'informations en temps réel, c'est vrai, il y a un confort de gestion parce que ça, si on le compare à ce qu'on faisait avant, c'est une personne derrière qui recevait des dossiers physiques pour enregistrer dans le système les informations relatives aux fournisseurs. Maintenant, avec le nombre élevé d'informations qui est mis à jour en temps réel dans le portail et qui est acheminé par la suite, moyennant un traitement intermédiaire vers la base de données finale, c'est vrai, le nombre d'informations, il est important. Un traitement s'impose. Je ne vais pas dire de l'intelligence artificielle, mais c'est du traitement intermédiaire qui permet de vérifier cette data, de la contrôler, parce que si on ouvre à 100% les systèmes qui est sur le bac et le système maître, on ne va plus contrôler l'information, d'où une équipe au milieu qui est là pour valider, contrôler tout le flux d'informations qui arrive à l'entreprise. Ça, c'est le premier point. L'avantage derrière ce traitement automatisé, c'est qu'une partie de l'équipe, il sera bien évidemment réaffectée à d'autres tâches à forte valeur ajoutée, de l'analyse de la data derrière, parce que tout le flux qui arrive à l'entreprise doit être analysé, traité, et ça nous permet par la suite d'ajuster nos stratégies, nos plans d'action, notre relation avec le prestataire. Donc, certes, ces systèmes, ils sont importants, mais derrière, il faut un traitement pour mieux canaliser cette information vers une bonne utilisation. J'ajouterai un autre point, c'est qu'en termes d'intelligence artificielle, nous, on s'oriente plutôt dans un premier temps sur l'automatisation de l'information pour éviter à ce qu'il y ait du traitement manuel. Et si on prend un exemple sur les factures, on s'oriente vers des systèmes de reconnaissance de la data, c'est-à-dire à lieu à ce que la personne saisisse, on a des systèmes maintenant qui puissent reconnaître, je ne vais pas dire à 100%, mais à 70%, à 60%, toute la partie facture et la transforme d'une manière automatique vers le système maître. Le système il est capable d'orienter une facture avec écart de prix, de quantité vers les personnes et les bons interlocuteurs pour accélérer le traitement de l'information. Ça, ce sont des outils qui sont d'actualité et qui nous permettent de fluidifier et de réduire le taux de traitement. Bien évidemment, l'intelligence artificielle est derrière à travers des outils d'analyse de la donnée. Ce sont des systèmes décisionnels de big data qui analysent ces indicateurs et qui nous permettent de mettre en place les actions correctives, les stratégies adéquates pour mieux cibler ce marché des fournisseurs. Et je pense que ces outils, ils présentent en même temps un confort pour l'entreprise et pour le fournisseur, parce que, on peut dire, ça nous a permis en plus de traiter des informations, de réduire les sollicitations manuelles des fournisseurs, tout ce qui est échange par mail et par téléphone. Ça nous a permis aussi d'assainir la qualité de la data qui est sur le système. Donc, ça nous a permis d'être à l'écoute parce qu'on a des systèmes de chat interactifs avec les fournisseurs. Donc, je pense que le digital, il est là pour apporter ce confort et cette analyse pour l'entreprise et pour le fournisseur. Céliade, au niveau des informations, alors c'est vrai que
aujourd'hui, lorsqu'on soumissionne à un marché public, que ce soit en ligne, il y a un certain nombre d'informations qui sont aussi, vous savez, tout ce dossier administratif, attestation fiscale, conformité CNSS, etc., que vous utilisez aussi dans le privé. Je pense que Lafarge, vous demandez à peu près la même chose. Effectivement, oui. Alors, je ne sais pas si jamais, mais ça doit être aussi à peu près la même chose, peut-être pas aussi poussé, mais de la même manière. Donc, vous avez un certain nombre de données qui vous permettent d'identifier un fournisseur, de le scorer, de le suivre. Là, au niveau des marchés publics, et là, encore plus dans les marchés publics, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des bases de données interconnectées avec toutes les instances, que ce soit les impôts, la CNSS, des données bancaires, etc. Bref, aujourd'hui, est-ce que ces données-là, c'est la même question que j'ai posée à Sissamir, ça va permettre de suivre les fournisseurs, d'alléger aussi le process, c'est-à-dire qu'un fournisseur, j'imagine, un fournisseur qui soumissionne à un marché public une fois et qui est conforme, est-ce que demain, est-ce qu'il n'aura plus besoin de soumissionner avec l'ensemble des documents qu'on lui aura demandé, par exemple, parce que tout est dans la base de données finalement? Oui. En fait, je vous remercie chaleureusement pour votre question. C'est très pertinente. Alors, il faut bien savoir que depuis le dernier toilettage de la réglementation en vigueur, on voit qu'il y a une sorte de souplesse de la part du législateur marocain pour alléger l'entreprise marocaine. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Avant le décret de 20 mars 2013, on exigeait toutes les pièces au niveau des dossiers administratifs au début, c'est-à-dire le certificat la CNSS, le registre de commerce, les pouvoirs, l'attestation de la CNSS, etc., etc. Mais maintenant, après la réglementation, c'est-à-dire du 20 mars 2013, qu'est-ce qu'on exige? Dans la première phase, on exige que la caution provisoire et la déclaration sur l'honneur. Et pour l'entreprise qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, on lui demande d'envoyer le complément du dossier administratif. Donc, ça, c'est une sorte de souplesse de la part du législateur marocain pour ne pas handicaper trop l'entreprise marocaine. Effectivement, normalement, actuellement, il n'existe pas. Il n'y a pas une base de données interconnectée entre toutes les administrations publiques marocaines pour qu'on puisse, par exemple, pour que l'entreprise dépose uniquement un dossier administratif qui sera éventuellement valable pour tous les appels d'offres, c'est-à-dire pour les autres organismes. Mais ce qui existe aujourd'hui, c'est que c'est au niveau du portail marocain des marchés publics. Donc, l'entreprise, il va scanner, par exemple, les pièces du dossier administratif, la déposer sur le portail marocain des marchés publics, signer l'opération d'une forme avec une signature électronique, et puis voilà, déposer son offre. Donc, il y a la transformation digitale, il permet, c'est-à-dire surtout le portail marocain des marchés publics, il a facilité beaucoup le travail, que ce soit pour l'entreprise marocaine et également pour l'établissement public marocain. Donc, actuellement, bien entendu, il n'y a pas, c'est-à-dire une base de données, et même le législateur marocain, c'est-à-dire au niveau des décrets des marchés publics, il ne parle pas, par exemple, de cette base de données collective. Même pour un seul organisme public, si on lance, par exemple, plusieurs appels d'offres, à chaque fois, il faut demander c'est-à-dire la présentation des dossiers administratifs. Donc, on ne peut pas, par exemple, présenter un seul dossier. Voilà. Mais ça vient step by step. On ne peut pas, par exemple, espérer un changement. Alors, ça me permet de vous poser la question à tous, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, avec le digital, ça nous permet, d'alléger. Alors, ça, on a bien compris pour chacun d'entre vous que c'était génial, que ça allégeait le process, que ça permettait de libérer des ressources que vous pouviez affecter à d'autres fonctions. Maintenant, pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de vous lancer sur le scoring fournisseur, mais il n'y a personne qui me répond. Mais notamment dans le public, c'est intéressant parce que, encore une fois, vous l'avez dit, pour sélectionner un fournisseur le plus intéressant économiquement. Donc, on est toujours sur le moins 10 ans. On est bien d'accord, ça c'est dans le public. Après, dans le privé, qui est une aberration monumentale, encore une fois, on peut en parler jusqu'à après-demain. Mais aujourd'hui, on a des outils, notamment dans le digital, d'intelligence artificielle, qui pourront vous dire demain, regardez, ce fournisseur, il a déjà soumissionné truc à tel prix-là, la prestation a donné tel taux de satisfaction, a été réalisée à tel pourcentage. Bon, bref, après, on peut mettre tous les critères plus ou moins structurés, etc., pour prouver que finalement, le moins 10 ans, c'est une aberration totale et que ça soit dans le privé ou dans le public. Encore plus dans le public parce que c'est la règle absolue.
Pourquoi on n'utilise pas ces outils pour ça, pour la sélection des fournisseurs? Parce que j'imagine que là aussi, c'est optimiser la prestation. Vous avez parlé de tout, la maîtrise de tout la supply chain. Si vous avez un fournisseur, mais qui vous coûte moins cher au bon de commande, mais qui, en fin de chaîne, vous aura coûté plus cher parce qu'il aura mal fait les choses, ça aussi, c'est la fonction achat. C'est optimiser les achats. Si Jamal, je vois que vous voulez réagir. Oui, d'abord, je vais vous parler des instructions de travail de notre banque. Les instructions de travail de notre banque, surtout en matière de passation de marché, et c'est une instruction qui est combinée entre celle de l'État et celle des instructions et normes internationales, s'il vous plaît. Nous sommes très rigides. Oui. En ce qui concerne l'évaluation du fournisseur, effectivement, chaque fin d'année, nous évaluons nos fournisseurs. Et pour les fournisseurs qui occasionnent des fautes, on les envoie première lettre de mise en demeure, deuxième lettre, troisième lettre, puis il est mis dans la liste noire. S'il est mis dans la liste noire, on ne travaille plus avec lui. La mise sur la liste noire, c'est une procédure qui suit une procédure interne, une instruction de travail interne. Il y a une formation d'une commission nationale. La commission nationale formée des directeurs des achats de la BCP et des DTS, des directeurs de traitement et support de 3 BPR. Ils se réunissent, ils évaluent le prestataire. S'il est mauvais, donc on signale comme quoi il est mauvais, on nous soumissionne la fiche à notre patron pour qu'il entérine la décision. Puis, il est entériné par le PDG, le président directeur général. S'il est validé, mis dans la liste noire, il est mis dans la liste noire. Et on l'insère au niveau de l'applicatif. Au niveau applicatif, il y a une case qu'on peut cocher liste noire. Dans ce cas, même si quelqu'un qui va établir un bon de commande au nom de ce prestataire, donc le système n'accepte pas. Vous voyez? Donc, le scoring se fait chaque fin d'année chez nous et nous évaluons nos fournisseurs. Et en ce qui concerne l'évaluation des fournisseurs lors d'ouverture des plis, nous demandons les références, les attestations de référence. Pour votre information, il y a les membres de la commission de fonds de déplacement. Je vais vous donner un exemple. On a ouvert un appel d'offres sans citer le nom, un appel d'offres stratégique. On a remarqué qu'un prestataire, il a déposé des attestations de référence 9 millions, 3 millions, 10 millions. Nous avons fixé une date et nous étions allés visiter les sociétés qui l'ont remis l'attestation de référence. Imaginez, nous avons vu qu'il n'y a plus de société. C'est des attestations de référence bidons. On l'a grillé, il est écarté. Vous voyez, pour vous mettre en place comme quoi, la banque, quand il adjuge un marché, c'est légitime. Ce n'est pas le moins disant, c'est le mieux disant. Et même au niveau de notre instruction de travail, il y a des… Ça. Pardon? Ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, je vous dis la vérité, monsieur Tedlaou. Si vous voulez voir, venez, si vous voulez… non, mais je vous crois, justement. Nous, pour votre information, au niveau de notre instruction de travail, nous avons mis en clair, il y a une offre financière anormalement basse et une offre financière anormalement haute. Vous voyez? Donc, la commission, il est intelligente, il analyse les offres. Nous ne sommes pas des gens qui, le moins disons, nous adjugeons un marché. Après, surtout, nos marchés sont stratégiques. Il y a des marchés qui, comme je vous ai dit au début, nous sommes en perpétuelle évolution. La Banque populaire, elle est très avancée en matière informatique par rapport aux autres banques de la place. Ce n'est pas parce que je travaille à la banque, mais vous pouvez… Je vous reproche rien. Merci. Je connais bien. Non, c'est pas ça. Tout simplement pour je ne dis que la vérité. Merci, c'est bon. Je rajouterai juste un point, c'est que pour revenir à votre question sur le scoring, je pense que toutes les entreprises structurées, elles ont un système de scoring, soit en amont, soit en aval. Si on prend par exemple ce qu'on pratique à date d'aujourd'hui, avant que le fournisseur accède à l'entreprise, c'est vrai, on a facilité la procédure à travers le portail et vous allez le trouver dans les grandes structures. Maintenant, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Le fournisseur, via les process d'auto-enregistrement et qualification qui sont disponibles en ligne,
il peut accroître ses opportunités de travail avec l'entreprise. Mais ça passe à travers un questionnaire qui traite tous les aspects de l'entreprise sur l'aspect chiffre d'affaires, dépendance en termes de chiffre d'affaires, résultats, l'historique, les références. Donc, le questionnaire, il est analysé après par toutes les catégories managers d'une manière détaillée pour ne sélectionner que des fournisseurs qui sont valables. En plus, c'est qu'une fois le fournisseur est référencé pour rebondir à vous, répondre à votre question, est-ce qu'on demande encore les documents? Non. Une fois le fournisseur il est référencé et intégré dans la base de données et il est un fournisseur dans l'entreprise, on ne demande plus à nous envoyer encore les documents. On actualise, certes, et elle passe par un système de renouvellement de la qualification chaque année, mais à travers un certain nombre d'informations qui sont pertinentes pour l'entreprise. Ça, le système de scoring, le premier, il est à l'entrée. C'est vrai, le taux d'enregistrement permet d'élargir le panel, mais il y a des filtres pour ne choisir que les meilleurs qui vont apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Deuxième point, c'est en aval du process, comme disait Jamel, à la fin de chaque année, surtout les fournisseurs stratégiques qui sont évalués. Il y a un canevas qui diffère d'une entreprise à l'autre, où il y a un certain nombre de critères et c'est une évaluation à 360 degrés. Sont impliqués les opérationnels, les comptables, les financiers, les achats, le management. Tout le monde alimente ce canevas par les informations qui lui sont pertinentes pour qu'on puisse à la fin faire une évaluation correcte de ce fournisseur. Et même la question de moins 10 ans n'est plus d'actualité. Je pense qu'à l'ère du digital, les grandes structures, je parle, on est dans une démarche maintenant win-win. On est, et si vous pouvez consulter même le site maintenant de l'OCP, on propose aux fournisseurs d'être une force de proposition. Même les solutions parfois proviennent du fournisseur et on peut bâtir un cahier de charge sur la base d'une proposition fournisseur. Il n'y a plus la solution qui descend de l'entreprise vers le fournisseur, c'est une démarche participative et les entreprises gagneraient à aller vers une collaboration et travailler la main dans la main pour bâtir un système dans la continuité et durable. Voilà, c'est ça l'esprit de notre groupe et je pense que c'est l'esprit des grandes structures à date d'aujourd'hui pour aller vers la durée. Voilà. Yacine, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, c'est Faisal. En fait, comme a dit Samuel, donc la plupart des évaluations qui se font, en tout cas dans le domaine du privé, ils sont des qualifications technico-financières. C'est-à-dire, on prend 50% des points financiers, 50% de la performance technique, parfois du 70-30 quand ça nécessite de la matière grise et le développement de valeur. Donc là, on donne même le poids plus à l'évaluation technique. Après, il a parlé aussi de l'homologation fournisseur, référencement fournisseur. Donc, c'est des évaluations qui se font en début d'année, avant même qu'il y ait d'appel d'offres. On évalue les fournisseurs pour choisir ceux qui sont, on va dire, éligibles et qui ont capacité. Et à ce moment-là, ils sont dans la base de données. Et au moment de l'appel d'offres, on consulte que les fournisseurs qui sont déjà homologués ou qui viennent d'être homologués. Troisièmement, il faut dire qu'en période de Covid, je reviens aussi au sujet de la thématique traitée aujourd'hui, même des évaluations qui ont été faites par le passé récent, ils sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que Covid elle a bousculé un petit peu toutes les chaînes de valeur et donc les chaînes logistiques. Et derrière, on se trouve. Ma dernière question, je vous ferai réagir sur aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, qu'est-ce que ça a chamboulé, qu'est-ce que ça a mis en place, qu'est-ce que ça a accéléré et vers quoi on va pouvoir aller? En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que même des fournisseurs qui étaient performants par le passé, maintenant on commence à découvrir qu'ils sont plus performants. Pourquoi? Parce que soit des problèmes de trésorerie, soit des problèmes de logistique, soit des problèmes de fournisseurs amont. Et aussi, on a d'autres fournisseurs qui n'étaient pas vraiment dans le radar des achats, qui sont devenus très réactifs, très agiles et très disponibles avec des stocks disponibles. Donc là, l'AMCA, bien sûr, il a pris la problématique au premier degré. Donc nous, on a des partenaires internationaux comme la BMZ en Allemagne. Et donc là, on a travaillé sur un cahier de charge d'un applicatif qu'on va utiliser pour tous les acheteurs du Maroc. Et lui, il va permettre le rating fournisseur ou l'évaluation fournisseur en continu, tout le temps, par les acheteurs du Maroc. Et donc là, on aura même cette partie dont vous avez parlé, administrative. Il sera téléchargeable directement sur notre site web. Ce n'est pas un site web, c'est une plateforme. Et il va être un petit peu comme le blockchain, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un administrateur central.
c'est tous les fournisseurs, tous les acheteurs qui sont dedans. Comme ça, on garantit, on va dire, l'impartialité de la chose. Et donc, c'est un concept très novateur. Aujourd'hui, il y a un seul qui le fait, qui est SAP Ariba. Et même, il nous a contactés maintenant pour être partenaire de SAP. Mais comme on a lancé déjà notre système, on va dire, en termes de conception avec les Allemands, donc là, on est sur deux solutions parallèles. Le bureau AMCA est en train de travailler dessus. Et donc, ça va être des solutions. Donc, nous, avant fin d'année, on doit démarrer la partie conception. Donc, la partie conception, convergence de cette plateforme-là, avant fin d'année. Parce que le OK, on l'a eu le mois 10, le mois 9 de l'État fédéral allemand pour le financement de la solution. Et donc, nous, on a des partenaires internationaux. Une des solutions qu'on a travaillées, c'est ça, et va avoir on va dire un impact global sur tous les acheteurs et sur tous les fournisseurs au Maroc. Là aussi, on va parler sur la labellisation des fournisseurs. C'est-à-dire aujourd'hui et demain, les fournisseurs auront un label AMCA sur le degré, on va dire, de maturité et aussi sur leur performance en affaires ou en vente par rapport aux acheteurs. Donc là, c'est des solutions structurelles, mais il faut dire que Covid, il a tout bousculé par rapport à une organisation classique qu'on avait avant, qui était bien rodée, qui était réussie et qui était efficace. Là, on commence à être bousculé, on va encore être bousculé tant qu'on n'est pas encore sorti de la crise du Covid. Merci. Si vous permettez, si oui, Jamal. Alors moi, ça va être vraiment ma dernière question. Je vais faire votre retour. C'est le Covid. Comment oui, c'est ça. Oui. Vous avez eu la même. Bon, ça vous a permis d'identifier des fournisseurs, de mieux les classifier, de peut-être en privilégier quelques-uns qui étaient dormants avant, si jamais. D'abord, nous sommes une banque citoyenne. On ne peut pas se privilégier un fournisseur sur un autre. Nous sommes une banque qui appartient à tout le monde, appartient à vous, à moi, à lui, à elle, à tout le monde. Moi, je reçois pas à la fin de l'année. Oui. À la lumière des nouvelles priorités imposées par la pandémie du Covid-19, qui a posé à la fonction achat un enjeu majeur de prise de conscience. De ce fait, la fonction achat s'est penchée sur 3 priorités. Première priorité, c'est préserver la santé de notre personnel ainsi que des usagers des sites, c'est-à-dire les clients fournisseurs. Deuxième point, garantir la continuité de l'activité de notre banque. Et au troisième point, c'est être agile et réactif pour accélérer les réponses aux besoins exprimés en interne et externe. En ce qui concerne, pas la peine que je rentre dans le détail, mais pour la digitalisation, lors de déclaration du confinement, puisque nous sommes déjà digitalisés, nous avons déjà digitalisé le processus achat, nous n'avons pas eu de difficultés. Notre équipe, elle est déjà digitalisée. Donc, nous tout simplement, les avons équipés de matériel informatique, à savoir des PC portables, ainsi que des modems et des accès VPN, des accès sécurisés. Ce personnel travaille à distance dans leur maison avec une simplicité. Il n'y a pas de difficulté, tout simplement une translation. Au lieu de travailler au bureau, ils travaillent à la maison. Et l'activité de la banque n'a pas été perturbée. Nos projets sont en cours à 100%. Les règlements aussi, tout va pour le mieux. Et nous, nous essayons, en tant que banque citoyenne, nous essayons d'aider, suite aux instructions du top management, de payer les fournisseurs le plus rapidement possible, surtout les TPE, les PME. Vous voyez, nous avons même créé un produit TPE, c'est pour encourager les startups. Maintenant, notre banque, il rime comme toujours dans les décisions politiques. Vous voyez? Donc, nous contribuons, nous sommes un acteur économique et nous contribuons à 100% à l'économie nationale. Et merci. Merci beaucoup. Si Samir. Pour moi. C'est Riyad, attends, parce que je dirais, on l'a pas écrit. C'est Riyad. Au niveau de vous, l'impact de la crise sanitaire qu'on traverse tous, qu'on a traversé, alors beaucoup plus marqué pendant le confinement. Là, bon, c'est malgré les restrictions, la vie reprend quand même son cours, heureusement, parce que sinon on serait mal. Mais est-ce que ça a accéléré des choses? Est-ce que ça a permis de remettre des choses en question ou seulement accélérer des process?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, la transformation digitale est entrée dans notre mode de vie par effraction, donc on n'était pas encore prêt à 100%. Mais à un moment donné, on a essayé de se débrouiller, de travailler dans la précipitation pour qu'on puisse accélérer le processus de la transformation digitale. Bien entendu, on s'est rendu compte de la pertinence, de l'importance de la transformation digitale pour les marchés publics, parce que c'est un outil qui nous permet de toucher le maximum possible des fournisseurs. Aujourd'hui, on a un maître d'ouvrage, par exemple, qui se trouve à Rabat, qui lance un appel d'offres. Il peut avoir, c'est-à-dire la soumission d'une entreprise qui se trouve à Ouarzazate ou bien à Agadir. Donc, cette entreprise peut déposer électroniquement son offre sans qu'il sera dans l'obligation de se déplacer à Rabat, ce qui élargit le champ de la concurrence et nous donne la possibilité d'avoir des offres plus compétitives, ce qui est également normalement le socle des marchés publics qui nécessite c'est-à-dire le principe de la concurrence et le principe de la bonne gouvernance pour les établissements publics marocains, conformément aux dispositions de l'article 157 de la Constitution marocaine c'est-à-dire dans l'obligation d'une bonne gouvernance pour les établissements marocains. Également, par exemple, les outils, on était dans l'obligation c'est-à-dire de mettre en place des outils pour digitaliser l'échange entre l'entreprise marocaine, l'établissement public marocain et les entreprises marocaines. Je parle ici de plateformes par rapport électronique, plutôt le bureau d'ordre digital, qui nous a permis de dématérialiser l'échange avec le citoyen lambda, avec que ce soit c'est-à-dire le partenaire de l'entreprise, soit une personne physique ou bien une personne morale, et d'offrir un service c'est-à-dire de qualité et de satisfaire le citoyen lambda. Je pense également, il faut savoir une chose très importante, les marchés publics, ils pèsent 15% de PIB marocain. Je sais très bien ce que je dis. 15% de PIB marocain estimé à 110 milliards de dollars. Donc, normalement, une amélioration de la transformation digitale, elle est là pour nous permettre d'améliorer le processus des marchés publics, d'avoir, c'est-à-dire plus de concurrence, d'élargir la concurrence, d'avoir des offres compétitives, d'améliorer le processus qui va contribuer directement à l'apport des marchés publics dans le PIB marocain. Et c'est ce qu'on désire nous tous. Donc, normalement, c'est une responsabilité qui incombe aux deux parties prenantes, les établissements publics marocains et les entreprises marocaines. Et la réussite ou l'échec d'une ligne dépend de l'autre. C'est une chaîne, donc c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 nous a montré, c'est-à-dire l'obligation d'emprunter la voie de la transformation digitale. Et je pense que, c'est-à-dire, Inch'Allah, après la crise, on va continuer dans cette voie. Et pourquoi pas, il y aura demain ou après-demain une obligation dans le législateur marocain pour procéder à la soumission électronique et qu'il ne soit pas un choix. Merci beaucoup, Salia. Je t'en prie. Si, Samir. Pour moi, ça vous a chamboulé? Est-ce que ouais. ça a accéléré des choses? Est-ce que ça a modifié des process? Ouais, exactement. Pour nous, Covid était une opportunité. Je vais parler maintenant en amont du process. Je laisse mes collègues parler de la partie appel d'offres et sourcing. En aval de process, c'est-à-dire la partie facture et paiement. Vu qu'en cette période de crise, on a limité les contacts et les déplacements, donc la dématérialisation du process de facturation ou de paiement est devenue une nécessité. Donc, parce qu'on a interdit, vu le contexte du pays, on a interdit aux prestataires de se déplacer au bureau d'ordre pour déposer une facture, récupérer un moyen de paiement. Je pense que le contexte actuel est venu dynamiser la dématérialisation des démarches administratives. Je pense que c'était une opportunité qui a propulsé, je pense, l'entreprise marocaine vers plus de productivité et efficacité opérationnelle. L'impact, c'est réduire les délais de traitement et même le fournisseur à travers des solutions de portail, par exemple, qu'on a accéléré à mettre en place parce que le fournisseur avait l'habitude de venir au siège pour des réunions face-to-face, soit pour des appels d'offres, soit pour un problème donné lié à son paiement. Maintenant, avec un portail fournisseur, il a toute la chaîne, il a toute l'information sur le portail pour suivre le statut de ses factures, le statut de ses paiements. Il peut même consulter ses bons de commande et les télécharger si la fonctionnalité est disponible. Je pense que Covid était une opportunité. Même pour la partie paiement, on avait des résistances pour ne garder que les moyens de paiement chèque et effet de commerce. Maintenant, on a pu basculer
un nombre important de fournisseurs vers les canaux digitaux, c'est-à-dire les paiements électroniques, et c'est grâce aussi aux institutions bancaires qui ont fait un effort d'accompagnement et mettre à la disposition des entreprises et des fournisseurs des solutions qui nous permettent d'aller dans ce sens. Il reste bien évidemment quelques fournisseurs qui préfèrent, si on peut dire, d'être payés par les effets de commerce, qui ont une valeur juridique ou valeur financière, le fait d'être escompté et récupérer l'argent avant la date d'échéance. Mais même dans ce registre, on travaille avec les institutions bancaires pour que ces effets de commerce soient dématérialisés et on passe à des effets de commerce électroniques qui garderont le même avantage pour le fournisseur. Je pense que Covid était une opportunité sur pas mal d'aspects, mais pour moi, il reste un point à clarifier, c'est que l'État marocain ou le pays de manière générale, pour réussir sa transformation et qu'on parte dans cette dynamique, il faut une évolution réglementaire. Tourner vers le digital, parce que ça ne sert à rien que les entreprises partent avec une vitesse tournée vers le digital et les textes de loi et l'arsenal juridique restent dans une sphère qui pénalise un peu les entreprises. Je parle juste à titre d'exemple les factures électroniques versus factures physiques, signature électronique versus signature à la main, l'archivage physique des fonds de dossier, archivage électronique, parce qu'en cas de contrôle fiscal, contrôle des autorités, on demande toujours les documents physiques. Je pense qu'on doit régler ces aspects pour qu'on puisse aller de l'avant dans cette aventure digitale. Demandez à vos confrères des RH pour les registres de congés qui sont encore. Voilà. On toujours. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose? Mais vous, j'ai l'impression que vous étiez déjà de toute façon dans le digital. Donc vous, ça n'a pas changé du tout. Oui. Non, si le Covid m'a fait perdre certains fournisseurs qui n'ont pas pu suivre. J'imagine. Qui n'ont pas pu suivre par difficultés, soit financières, soit problème avec leurs fournisseurs de matières premières, soit absence des salariés. Donc, toujours est-il, j'ai perdu quelques fournisseurs pendant cette épidémie. Et donc, il a fallu trouver d'autres solutions et chercher d'autres sourcings, mais vraiment rapidement pour ne pas perdre les commandes clients en aval. Donc, ça, c'était vraiment une manœuvre très délicate. Et en cours de route, la problématique, c'est que le fournisseur qui a des difficultés pendant cette épidémie, il ne reconnaissait pas la difficulté qu'il avait, ou il n'arrivait pas à admettre sa difficulté, donc justement parce qu'il tient à garder son bon de commande, et ça n'arrangeait pas les clients. Je pense que vous avez eu des cas. Et comme il a dit Yassine Serhani, on a vu des fournisseurs qui ont émergé pendant cette crise et qui ont démontré une réactivité impressionnante, qui ont répondu rapidement aux appels. Et il y a d'autres qu'on a perdus en cours de route, malheureusement. C'est ça. La nature a horreur du vide. Exactement. Alors, oui, qui voulait parler? Oui, si vous voulez, je dirais les conséquences de l'épidémie du Covid-19 rappellent que les moyens virtuels ne prennent leur sens que s'ils sont engagés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant et durable avec nos partenaires stratégiques. C'est d'une part. Maintenant, je vais essayer de répondre les questions de M. Serhani. Il a posé une question qui de la sécurisation du panel fournisseur par des... Attendez, ça c'est moi qui m'occupe. Je m'excuse. Quel ton boulot, hein? Alors justement, je m'excuse, M. Serhani. Non, mais justement, voilà, on va poser. On a quelques questions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. On va conclure avec ça. Merci en tout cas
de nous avoir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Alors, franchement, c'est extrêmement intéressant. Et je vais vous poser justement quelques questions qui nous ont été… Et moi aussi, je suis très content, M. Tsedlaoui. Vraiment, c'est top, top. Vous êtes top. Ah, c'est gentil, Assidi, avec grand plaisir. Alors, bon, une question très rapide, vous n'êtes pas obligé de tous répondre, hein, mais celle-là, encore une fois, comme tout le monde se plaint sur la connexion Internet, j'ai une question sur la page Facebook. Peut-on parler de digitalisation et d'échange en ligne alors que la qualité de la connexion du débit Internet ne sont pas stables, infrastructure du réseau des opérateurs? Est-ce que ça vous a posé des problèmes, vous? Voilà, concrètement. Si je ne sais pas si c'est Ahizoun, si le nouveau PDG de Inouï regarde, mais ce n'est pas grave. Juste un point que le Covid a mis la pression sur les directions IT. Si on prend l'exemple de notre cas, ils ont fait un effort considérable parce que tout le monde était connecté via Visio. Donc, ils ont dû doubler les bandes passantes pour qu'on puisse être tout le temps connecté. Je pense qu'on n'était pas préparé, tout le monde n'était pas préparé à cette crise, à ce changement de mode de travail. Donc, je pense maintenant tout le monde est conscient que l'IT et surtout la connectivité est une dimension importante à prendre en considération et il faut dès maintenant, dans les budgets 2021, réfléchir à investir plus parce que la crise, on est toujours dans la crise et on sera toujours dans des crises similaires. Je pense que c'est le moment de doter les systèmes d'information des budgets nécessaires pour qu'ils puissent faire son travail en termes de connectivité d'une manière correcte. Voilà. Alors, j'ai une question que je vous ai posée, mais là, elle est posée de manière très claire. Est-ce que l'intelligence artificielle remplacera les acheteurs un jour? Bon, c'est une question qui revient sur toutes les fonctions. Alors, quand on parle de digitalisation, on se pose toujours des questions sur est-ce que l'AI va remplacer telle ou telle fonction, notamment les acheteurs. Ça pourra l'être sur certaines catégories de fournisseurs pour certains types d'entreprises? Oui, Fatima Zahra. Il y a Fatima Zahra qui voulait répondre après Yassine. Alors, activez votre micro, Fatima Zahra, on ne vous entend pas. Voilà, allez-y. Moi, je pense pour les grandes industries, dans le futur proche, ils n'auront plus besoin d'acheteurs parce que tout sera automatisé. Oui. Oui. Ah ouais. Le système, il y a déjà. Quelle horreur, pourquoi? Parce que l'histoire. Vous allez avoir un chatbot qui va vous dire nani nanana, après vous répondre non, vous n'êtes pas bon, vous êtes en dessous du scoring, vous n'avez pas fait ça, on ne travaille plus avec vous. Mais c'est une horreur, c'est Terminator, ça. Ouais. Vous pensez vraiment les grandes industries, ils sont déjà presque. Ouais. Oh là là. Tout est robotisé et tout est informatisé et c'est le robot qui déclenche une commande auprès des fournisseurs, la livraison elle est faite et ainsi de suite. Il y a une gestion de toute la supply chain, il y a une optimisation importante aussi des frais de production, de frais de gestion, de logistique et de prix. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a aujourd'hui des usines qui sont automatisées à 100%. Donc, même la supply chain, elle est automatisée. Monsieur Tedlaoui, oui. Je pense que ça sera possible pour les unités industrielles, pour les achats, c'est-à-dire qui se passe au niveau de tout ce qui est industriel, secteur automobile, aéronautique, pharmaceutique, etc. Dans les unités qui ont été, c'est-à-dire selon la conception, par exemple, de Charlie Chaplin dans un sketch qui schématise une personne qui fait comme ça, etc. Ça, c'est possible. Mais je pense, pour les marchés publics, ce sera un peu difficile parce que le facteur humain, il est indispensable dans cette chaîne. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, on a toujours besoin du facteur humain, c'est-à-dire de l'acheteur dans le processus d'acquisition des marchés publics. Donc, je pense que ça ne sera pas possible, c'est-à-dire d'utiliser l'intelligence artificielle pour le processus d'acquisition des prestations des marchés publics. Pour les secteurs industriels, je pense que ça sera possible, mais pas dans le futur proche, moi pour le Maroc. D'accord. Alors moi, je pense par rapport à cette question que, on va dire, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'acheteur, parce qu'elle est là pour tout ce qui est toutes les tâches chronophages, c'est-à-dire préprogrammables, qui sont, on va dire, gérées. Par exemple, là, on parle de logistique intermédiaire.
Mais lorsqu'on parle de logistique amont, aval, il y a toujours l'intervention humaine qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup de risques, d'instabilité et des choses qui ne sont pas maîtrisables. Donc là, c'est l'acheteur, on va dire la qualité de l'acheteur qui fait la différence et qui permet de renégocier les conditions, renégocier tout pour remettre la machine en marche. Et toute la logistique intermédiaire, c'est-à-dire interne à l'entreprise, effectivement, ça peut être programmé. On peut faire appel à on va dire, de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'intelligence humaine, mais surtout pour automatiser toutes les tâches chronophages, répétitives et surtout donner du temps à l'être humain pour se développer sur d'autres, on va dire, créneaux. Donc là, par exemple, on veut développer un nouveau produit, ce n'est pas le robot qui va le faire pour nous. C'est l'acheteur qui travaille avec l'équipe marketing et les équipes internes, recherche et développement pour développer le nouveau produit, la nouvelle solution. Et ça, le robot, il est impossible, il est incapable de le faire. Donc là, nous, on va aller plus sur le stratégique. Et donc, les acheteurs opérationnels, là, je suis aligné avec Fatem Zahra, on aura moins besoin des acheteurs opérationnels, mais plus d'acheteurs stratégiques. Je pense que un peu ça on va dire, l'intelligence artificielle va permettre de faire. Juste la première question par rapport à l'infrastructure SI. Dans le cas de l'entreprise de travail, on est parti sur des solutions POPWare qui permettent d'avoir trois opérateurs en même temps. C'est quand il y a un problème sur un opérateur, on passe sur l'autre. Et s'il n'y a pas l'autre, on passe au troisième backup. Et donc, c'est ce type de solution qui nous a permis de contourner, on va dire, quelques faiblesses du réseau. C'est embêtant. Oui, on était obligé de faire ça. Et c'était une solution canadienne qui nous a sauvés. Donc là, on reste connecté. Parce que même le résidentiel, lui, il y avait beaucoup de demandes. Donc, du coup, le réseau n'était pas dimensionné pour une telle utilisation pendant la période Covid. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui sont... On s'attendait à pire quand même. On s'attendait à pire. C'est quand même, il faut le dire. Oui. Est-ce que je peux dire juste un point dans ce sens? Attendez, si Jamel, après Samir. Jamais. Ah oui, merci à Tedlaoui. Ben, je rejoins ici Samir. De notre côté, nous avons mis une démarche dans l'adjudication des marchés, en l'occurrence fourniture bureau, fourniture informatique et imprimé officiel. Nous avons recensé les articles qui sont stratégiques, c'est-à-dire des articles dont l'activité de la banque est impactée lorsqu'il en manque, et nous avons adjugé 2 fournisseurs 50-50. Le même prix. Même nous avons déployé cette façon de faire avec des grandes prestations, en l'occurrence les prestations informatiques. Donc, les équipements informatiques, nous avons 2 prestataires qui nous approvisionnent en matériel informatique, imprimantes, ordinateurs, avec le 50%, avec les mêmes prix. Si par hasard on a envoyé un bon de commande, nous n'avons pas reçu la marchandise dans le délai préfixé, donc nous allons au bon de commande et nous envoyons le deuxième bon de commande. Avec cette façon de faire, l'activité de la banque n'est plus dérangée, il est toujours fonctionnel. Merci. Alors justement, comment on humanise aussi la chose? On est dans un contexte marocain. Parfois, vous pouvez avoir un retard de livraison qui est de bonne foi explicable. Est-ce que là, le système, c'est là où la malléabilité du système, quelle est sa marge d'acceptation finalement voilà, que vous avez parlé de retard, par exemple. Ça ne va pas basculer automatiquement si vous avez une marchandise qui n'est pas livrée. Oui, je suis d'accord avec vous, surtout en cette période de crise sanitaire. Nous n'allons pas exiger au prestataire est-ce qu'il respecte le délai, mais nous essayons de l'aider, de l'accompagner, de faire de notre mieux pour qu'il puisse nous livrer et à ce que notre activité ne soit pas impactée. Donc, nous essayons de toutes les façons. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Yassine, la machine ne peut jamais remplacer l'humain. L'humain, toujours, il y a l'acte de l'humain, toujours. Il y a toujours l'intervention de l'humain pour essayer de cadrer. Mais si on laisse la machine tout faire, c'est carré. On ne peut pas. Il y a certaines façons, certaines choses, certaines prestations, surtout les achats. Les achats, maintenant, il est devenu une fonction stratégique. Il n'est plus une fonction de diminution des prix. C'est une fonction qui maîtrise les risques. C'est une fonction qui cherche de la valeur,
qui contribue à la création de la valeur. La fonction achat d'autrefois, des années 60-70, qui est ces diminutions des valeurs, il n'y est plus. Maintenant, c'est la maîtrise des risques et la création de la valeur. C'est pour cette raison que la fonction achat doit être opérée par un homme, par l'humain. La machine, bien sûr, elle va nous aider à essayer de minimiser, de partager, de pérenniser beaucoup de choses, mais pas remplacer l'humain. Alors, j'ai une autre question. Quelle catégorie doit-on digitaliser en premier? Est-ce que c'est la catégorie A? Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que la catégorie A, B, C, D chez vous dans la fonction achat, mais j'imagine que ça doit être le rang 1, rang 2, rang 3, comme ce qu'on a dans le sous-traitants. Ok, d'accord. Donc là, voilà la question. Quelle catégorie doit-on digitaliser en premier? Bon, si vous permettez, c'est Zedlaoui. Donc, effectivement, on catégorise donc, nos portefeuilles d'achat en ABC. Donc, le A, c'est les 20% des produits qui représentent 80% de nos achats. B, c'est du 15, des 5 produits qui représentent 15%. Et puis, le reste, c'est beaucoup de produits qui représentent que, on va dire, 5 à 10%. Donc, moi, je dirais, c'est la question qui a été posée dans les réseaux sociaux. Moi, je dirais non. En fait, c'est plutôt la catégorie C qu'on digitalise le plus. Pourquoi? C'est une catégorie moins stratégique. C'est une catégorie où il n'y a pas de risque ou peu de risque. Et c'est une catégorie où il n'y a pas de valeur ou peu de valeur. Donc, du coup, c'est on automatise là où il y a moins de risque, là où il y a moins de valeur à aller chercher. Et donc, bien sûr, les achats catégorie A sont les achats stratégiques qui sont souvent liés à des partenaires. Et il y a beaucoup de risques sur ces achats. Il y a beaucoup de valeur aussi en jeu. Et donc, forcément, c'est là qu'on va dire, on va privilégier le contact humain, le suivi détaillé personnalisé et moins d'automatisation des tâches pour justement réussir le partenariat avec le partenaire. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt la catégorie C qui vient en premier. Après, peut-être la catégorie B. Et sur la catégorie A, quand il y a des chaînes fortement intégrées comme dans l'automobile, là, effectivement, on n'est plus dans l'achat parce que l'achat est fait en départ. Donc là, on est dans l'appro. Et l'appro, bien sûr, on peut l'automatiser, mais ce n'est pas l'achat. L'achat, c'est d'aller chercher on va dire, le nouveau partenaire, l'évaluer, voir s'il est capable de faire le travail. Donc ça ne s'automatise pas. Par contre, qu'une fois le contrat est signé, les SLA, donc les services logistiques, les services, on va dire, les indicateurs de performance sont fixés. À ce moment-là, on peut passer sur l'appro. Et au niveau de l'appro, là, on peut automatiser, bien sûr. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on puisse conclure, parce qu'il est 12h10. C'est le lien entre la digitalisation des achats et les achats responsables qui préservent l'environnement. C'est bien qu'on finisse avec ça, parce qu'aujourd'hui, dans les démarches RSE, est-ce que dans les achats, vous avez inclus une démarche environnement ou c'est encore secondaire? Je peux intervenir, c'était là, oui. C'est lié. Oui. En fait, normalement, la transformation digitale, justement, il va dans ce sens, dans le sens de la préservation de l'environnement, de la protection de l'environnement, etc. Il faut bien savoir que les administrations publiques marocaines, ils consomment plus ou moins 650 000 tonnes par an du papier. Oui, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme, c'est... Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je ne sais pas qui, oui. Il pouvait fermer son micro. Merci. Donc, bien entendu, les administrations marocaines, ils consomment 650 000 tonnes de papier, ce qui représente un argent important. Donc, normalement, la transformation, chaque appel d'offres, il a un coût. Quand on lance un appel d'offres, par exemple, pour les organismes publics, il y a le coût. Je parle des ressources humaines, par exemple, le coût de l'appel d'offres, les documents qui sont joints à l'appel d'offres, les plans, etc., etc. Donc, chaque appel d'offres, il a une valeur. Donc, si on fait, c'est-à-dire une sommation sigma de l'ensemble des appels d'offres lancés par les organismes publics marocains, donc c'est un coût qui est loin d'être négligeable. Donc, la transformation, sans parler du coût qui est néfaste pour l'environnement, parce que le papier, c'est un dégagement de CO2, etc. Et le Maroc, c'est-à-dire, il dégage plus ou moins 100 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, normalement, on est un pays qui a brandi le drapeau de l'efficacité énergétique, de la protection de l'environnement. On s'est lancé dans des grands chantiers, des projets pour la protection de l'environnement. On a abrité un événement d'une grande envergure. Je parle ici de la COP22. Donc, la transformation digitale, c'est un outil, c'est une cartouche
qui va nous permettre de gagner la bataille contre la pollution de l'environnement, pour participer à la protection de l'environnement, pour minimiser les charges et les coûts des appels d'offres. Donc, il faut bien s'en servir pour qu'on puisse, c'est-à-dire avoir c'est-à-dire un appel d'offres, entre guillemets, ami pour l'environnement et pour participer à la préservation de notre environnement. Oui. Aussi, ce qui concerne le groupe Banque Centrale Populaire, pour votre information, nous sommes certifiés RSE. Nous avons eu l'honneur de préparer la charte responsabilité sociale des achats. Nous privilégions effectivement pour les achats du matériel énergivore, nous privilégions le matériel qui respecte l'environnement. Au niveau de ce document RSE, nous avons plusieurs critères que nous insérons au niveau des CPS, des cahiers de charges. Ce qui fait de faire travailler des enfants, c'est interdit, d'utiliser, oui. Oui, nous visitons, monsieur Tsedlaou, nous visitons des ateliers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous visitons à l'improviste. Un jour, nous avons visité un atelier. Lui, il a soumissionné à équiper la banque d'un matériel. Quand nous avons visité l'atelier, nous avons vu qu'il s'agit d'un autre, mais ça n'a rien à voir. C'est différent. Il était vraiment très surpris. Et nous vérifions est-ce qu'il fait travailler des enfants. Pour votre information, RSE, il y a beaucoup de critères. La majorité des critères, nous les avons insérés au niveau de nos CPS. Ce qui fait que nous respectons l'environnement, nos acquisitions, et même les climatiseurs, nous vérifions est-ce qu'ils dégagent des produits toxiques. Même pour votre information, nous avons équipé notre personnel des gels antiseptiques qui ne nuisent pas à la santé de nos personnels. Nous avons vérifié, il faut qu'ils soient homologués par la santé mondiale, par la santé OMS. Merci. Merci. Alors, c'est de là, oui, juste concernant la question de... Oui, juste concernant la question de l'environnement, on a fait un webinaire pendant le Covid, une solution qu'on a ramenée donc, de l'étranger avec un partenaire de l'AMCA. Oui, on va dire toutes les industries, tous les partenaires qui ont AMCA, qui ont des installations qui consomment plus de 500 000 dirhams par mois, ils ont droit à une installation gratuite, une mise en marche gratuite et un gain sur facture qui peut aller jusqu'à 30% pour tous les adhérents AMCA. Donc, on a fait un webinaire spécial pour ça, donc pour encourager l'énergie verte. Et donc là, il n'y a aucun engagement des AMCAistes. Juste signer le document sur une exploitation de 15 ans. Et au bout des 15 ans, même le matériel qui est installé devient leur propriété. Donc, investissement zéro, maintenance zéro, ils ne payent rien pendant 15 ans, ils ont une installation gratuite par la suite et pendant les 15 ans, ils gagnent jusqu'à 30% sur la facture. Donc voilà, ça c'est une des solutions qui a été apportée par l'AMCA pour leurs adhérents sur la partie énergie verte pendant la période de Covid, bien sûr. Si vous voulez, j'ajoute un petit mot. Monsieur Yassine m'a fait rappeler une chose. Nous avons adjugé un marché, un prestataire qui nous vend des lampes LED économiques qui respectent l'environnement. Maintenant, nous sommes en train de déployer la mise en place de ces lampes au niveau de tous nos sites. Casa, toutes les villes du Maroc. Et nous avons gagné effectivement beaucoup. Le retour d'investissement, il est énorme. Il est énorme. Toutes les agences et le siège équipés de lampes LED. Des lampes LED, maintenant, c'est progressif. D'abord, nous sommes en train de les déployer à tout le Maroc, territoire marocain. Merci beaucoup, Sijamal. Je vous en prie. Merci tout le monde. Merci, j'étais ravi d'être avec vous. Il est 12h10. Bon, on a fait un peu plus longtemps, mais c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous, vous qui nous avez regardés ce matin. Merci à l'ESIG, merci à Salahuddin Nabira, merci à Lamia Benani de l'ESIG, merci à Yassine Selhani de l'AMCA. Ben voilà, hein, je pense qu'on peut aller profiter de ce week-end et on reparlera achat bientôt. Quoi. Voilà. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.